Bienvenue Laurent Fabius. Merci. Bonjour, merci d'être parmi nous à CNews et d'être venu nous rejoindre. Pour le président du Conseil constitutionnel, aujourd'hui, comment va la France? J'ai mon opinion en tant que citoyen, mais en tant que président de cette institution, je regarde surtout la tâche qui nous est confiée, c'est-à-dire de veiller à ce que les lois soient conformes à la Constitution. Et le citoyen Laurent Fabius? Le citoyen Laurent Fabius, il regarde les choses et il se souvient qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Et de ce point de vue-là, qui est incontestable, c'est sûr que les premiers pas du nouveau président ont marqué au plan international. Parce que? Vous l'avez vu. D'abord, le calendrier faisait qu'il y avait beaucoup de réunions internationales. Et puis, il a eu l'occasion, bien sûr, de rencontrer les autres grands dirigeants. Et je n'ai pas jugé le comportement, mais je dirais qu'il a marqué. Le citoyen, après cette période d'élection, à votre avis, comment le pays va-t-il sortir? Exaspéré ou apaisé? Mais je me suis exprimé, avec votre expérience. Je me suis exprimé lorsque le président a été installé. À l'Élysée, il y a eu une cérémonie, on l'a vu à la télévision, où j'ai fait un petit discours. Vous allez entendre un extrait dans un instant. Et j'ai dit quel était mon sentiment, qu'il y avait toute une série de peurs à conjurer, de blessures à réparer, et en même temps qu'il fallait tracer une route et incarner des espoirs. Et non, mais depuis. Et après, vous pensez qu'on va rester sur les nerfs, ou on va commencer à passer, après les promesses, aux actes? Et par exemple, est-ce que vous pensez que cette fois la France va engager les vraies réformes sociales dont elle a besoin? C'est ce qui est proposé, bien sûr, ce qui est proposé. Mais comme vous le savez, je vous l'ai dit avant d'accepter cette interview, je ne me situe pas plus sur le terrain politique. Je ne vous demande pas ce que vous pensez de chaque réforme, oui, mais il est évident que je m'attendais à ce type de réforme. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quand elles vont aboutir, ces réformes, à des ordonnances, à une série d'ordonnances. À quel moment votre Conseil constitutionnel est susceptible d'intervenir s'il est saisi? Voilà, il faut rappeler comment ça se passe, parce que souvent les gens disent ordonnance, et on ne sait pas exactement les modalités. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? Il y a d'abord une loi d'habilitation qui est discutée devant le Parlement. Donc il va y avoir une loi, qui s'appelle loi d'habilitation. Cette loi habilite, si elle est adoptée, si le Conseil constitutionnel est saisi et qu'il dit « ça va », cette loi habilite le gouvernement à prendre des décisions dans un domaine où d'habitude ce serait la loi. Ça, c'est ça, les ordonnances. Et ensuite, une fois qu'elles ont été prises, au bout d'un certain temps, elles reviennent devant le Parlement. Donc nous, si nous sommes saisis, tout à fait possible, nous sommes saisis de la loi d'habilitation. Donc le gouvernement n'impose pas des ordonnances, il consulte, il discute avec les organisations syndicales et il y a le Parlement. Il y a un vote du Parlement. Donc le citoyen a différents recours dans le Conseil constitutionnel. Oui. On ne passe pas directement aux ordonnances. Non, il y a la loi d'habilitation d'abord et les parlementaires, 60 députés ou 60 sénateurs, peuvent nous saisir. Oui, mais il faudra trouver dans le nouveau Parlement 60 députés capables de s'opposer. Ou 60 sénateurs. Ou 60 sénateurs. Et puis sur la loi de l'état d'urgence. D'abord, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas des recours pour inconstitutionnalité de la loi actuelle de l'état d'urgence? Oui, il y en a eu. Et nous sommes prononcés, soit directement, c'est un peu compliqué, mais après tout, pourquoi pas, lorsque la loi elle-même a été adoptée, il y a eu un recours sur la loi. Nous sommes prononcés. Ensuite, la loi a fait qu'il y a eu des décisions d'application de la loi. Et là, il y a des protestations. Et là, il y a eu ce qu'on appelle des mots et pas très QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité. C'est-à-dire que lorsque nous sommes saisis, nous regardons l'article de la loi qui est contesté et nous disons oui ou non elle est constitutionnelle. Et nous avons eu plusieurs recours. Et cette fois-ci ? Et là, nous avons encore, pendant devant le Conseil constitutionnel, un recours qui va être jugé incessamment sur un aspect de cette loi. Donc il y a un contrôle du Conseil constitutionnel sur cette loi. Et puis, cette loi a été prolongée par le président Macron et son gouvernement, où elle va être prolongée jusqu'en novembre. Et ensuite, il y a un texte qui va être présenté au Conseil des ministres du 21 juin qui prendra la succession. Et là, il passe aussi... à chaque fois, il peut passer à deux moments devant le Conseil constitutionnel, soit lorsqu'il est adopté avant d'être promulgué,
Il est adopté par le Parlement. Et avant qu'il soit promulgué, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent dire attention, carton jaune, vert, rouge, je ne sais pas, et le Conseil dit ça passe ou ça passe pas. Et ensuite, s'il est adopté, lorsqu'il y a des décisions d'application, de nouveau, nous pouvons être saisis sur ces décisions. Ce qui est important, c'est de savoir que le citoyen a différents recours. Oui. C'est l'idée du Conseil constitutionnel. Nous sommes l'institution suprême pour dire si les lois sont oui ou non conformes à la Constitution, à la Déclaration des droits de l'homme de 89 et au préambule de la Constitution de 46. Vous êtes 9 sages. Oui. Est-ce que de temps en temps, face aux menaces qui sont grandissantes et dont on voit des effets tous les jours, à tel ou tel moment, vous accepteriez ou vous acceptez proportionnellement de réduire quelques-unes des libertés? Vous avez cité un terme qui est très important dans notre jurisprudence, qui est la proportionnalité. Nous regardons à chaque fois, dans ce cas précis, s'il y a des atteintes aux libertés, des restrictions aux libertés, si elles sont ou non justifiées par les atteintes à et alors, comment se fait l'équilibre? Eh bien, c'est le rôle des sages de dire oui, ça va, ou non, ça va pas. Le 14 mai, Laurent Fabius, lors de la cérémonie d'investiture à l'Élysée, vous avez fait un petit topo d'une quinzaine de lignes que j'ai relues, qui avaient l'air improvisées, et vous avez félicité. Non, petit topo, écrit. Vous êtes aimable. Non, je l'avais écrit. J'ai cette chance d'avoir un peu de mémoire visuelle, donc quand j'écris un topo, je m'en souviens. Et là, vous avez félicité le nouveau président de la République. Vous avez dit, avec une phrase de Chateaubriand qu'on a tous retenue, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Et vous avez ajouté ces phrases. Dans ces temps et dans ce monde nouveau, où s'entrechoquent à la fois des perspectives magnifiques et des risques certains, y compris pour notre planète, l'importance essentielle est la difficulté de votre mission, conduite avec le gouvernement, lui-même contrôlé par le Parlement. Apaiser les colères, réparer les blessures, lever les doutes, tracer la route et incarner les espoirs. Il nous a tous marqués, on voyait l'émotion du nouveau président de la République depuis qu'il est à l'Élysée. Alors, est-ce qu'il commence à apaiser les colères? Écoutez, je ne veux pas prononcer de jugement politique, mais j'ai essayé dans ce petit discours, d'abord, de rappeler les résultats, comment s'était déroulée la campagne, et ensuite de dire la situation où elle était. Et parmi ce que souhaite le peuple, dans sa diversité, il y a cet apaisement de colère et cette incarnation d'espoir. Est-ce qu'il répare les blessures? Est-ce qu'il monte la route? Je peux simplement dire que c'est sa tâche. Est-ce que vous l'avez demandé? C'est sa tâche, voilà. Est-ce qu'il incarne les espoirs? Non. Ce que vous disiez vous-même. Je peux dire ce qu'à mon avis est sa tâche, mais je ne m'autorise pas à apporter un jugement. À juger. Le 14 mai, vous disiez aussi, dans ce moment, un monde nouveau avec des perspectives magnifiques et des risques certains, y compris sur la planète. Laurent Fabius, l'artisan des accords de Paris, est-ce qu'il pressentait que Donald Trump ne respecterait pas cet accord qui avait été signé par... Malheureusement, je le pressentais parce que vous vous rappelez peut-être que pendant sa campagne électorale, il avait dit, avec le sens de la nuance qui le caractérise, que le réchauffement climatique, je cite, était un canular inventé par les Chinois pour porter atteinte à la compétitivité américaine. Donc on connaissait sa position. La seule question était, est-ce qu'il tiendrait sa promesse, entre guillemets, de la campagne électorale ou non? Je dirais que malheureusement, il l'a tenu. Oui, mais ça n'a pas fait d'effet de contagion, pour le moment. Peut-être prudent. Hein. Vous savez que les États-Unis sont le deuxième pollueur au monde et qui finance, jusqu'à présent, beaucoup d'actions contre le réchauffement climatique, pour la recherche scientifique. Le président Trump a décidé d'arrêter cela. Donc ça aura nécessairement des décisions. Alors heureusement, pour le moment, on n'a pas vu de grands pays freinés par la contagion. Heureusement, et je tiens à le saluer, il y a une réaction extrêmement positive, en particulier aux États-Unis. Vous avez vu que de grands États, un certain nombre de maires, beaucoup de chefs d'entreprise disent Trump fait ce qu'il veut, mais nous allons continuer. Heureusement. Mais il reste que le fait que le deuxième pollueur au monde et que la première puissance économique, à travers son président,
prenne des décisions contraires est quand même quelque chose de grave. Oui, je ne sais pas si ça vous inquiète, mais dans l'accord que vous aviez négocié, apparaît-il un article 28 qui dit qu'on pourra pas, une nation ne peut pas s'en aller où elle s'en va au bout de 4 ans. Et à ce moment-là, ce sera peut-être Trump... Oui, on a fait attention à ce qu'on a négocié et signé, vous avez tout à fait raison. L'article 28, qui est l'avant-dernier article de l'accord de Paris, dit qu'il faut un délai de 4 ans. Et alors, le hasard, mais ce n'est pas simplement le hasard, fait que donc cette décision ne pourrait être totalement effective que le lendemain de l'élection du nouveau président. Donc vous pensez que ce ne sera pas... Ah non, mais je ne sais pas qui sera président. Non, mais il n'appliquera pas forcément cette décision. Il peut faire des dégâts. Par anticipation, par exemple, soyons très concrets, il y a un fonds qui est destiné à aider, à lutter contre le réchauffement climatique, les pays sous-développés, les pays en développement. Bon, ce fonds devait être doté de 10 milliards. Les États-Unis devaient donner 3 milliards de dollars. Trump a dit, Obama a donné 1 milliard, les 2 autres milliards, oubliés. Autre exemple, et c'est grave, il va falloir les compenser. Qui va les compenser? Autre exemple, les savants qui sont réunis dans un organisme qu'on appelle le GIEC, vous avez entendu parler de cela, qui fait de grandes œuvres. Près de 40% de l'activité du GIEC était financée par les États-Unis. Trump a dit, j'arrête. Qui est-ce qui va les financer? Alors, à votre avis, qui? Il faut que l'ensemble des autres pays prennent le relais. Bien sûr. À la fois les pays et peut-être des particuliers qui ont des moyens. Bien sûr, ou des entreprises. Bien sûr. Des médecins. Donc, j'entends parfois dire, oui, mais malgré lui, finalement, le président Trump est en train de rendre service à la lutte contre le dérèglement climatique parce qu'il soulève tout le monde contre lui. C'est pas si simple. Bon, le fait que le président de la première puissance économique du monde décide d'être hostile n'est pas quelque chose de neutre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans. Et c'est intéressant, on est dans le prolongement de l'accord de Paris. Mais l'accord de Paris a des alliés dans l'opinion, en tout cas 2 héros qui se sont récemment illustrés. Et je tenais à les saluer avec vous. Thomas Pesquet, qui vient de réussir une magnifique mission, il s'est imposé, lui, comme un défenseur définitif et convaincant de la planète. Et puis il y a aussi Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde aux commandes de l'avion solaire. Il a démontré les capacités, le rôle et en même temps les utilisations ou applications de l'énergie solaire. Arrêtons-nous un instant sur ces 2 personnalités. Bertrand Piccard, que je connais bien, est un homme tout à fait remarquable. Il fait intervenir à la COP21. Voilà, et il a montré, et il montre par son action, qu'est-ce que c'est que les progrès technologiques, qui sont magnifiques. Quant à Thomas Pesquet, il a toutes les qualités, et en plus, il est normand. Donc ça lui fait une qualité supplémentaire. Et ce qui m'a frappé, indépendamment de son intelligence, sa capacité à populariser les choses, c'est qu'il a dit, vu de là-haut, je voyais à peu près toute la Terre et sa fragilité, sauf Pékin et une grande partie de la Chine. Ce qui montre que la Chine, on le sait, est atteinte très fortement par la pollution. Ce qui montre aussi que les Chinois vont continuer à se battre contre le réchauffement climatique. Et il avait dit à François Hollande... Ça, c'est une très bonne chose. Vous connaissez bien l'Iran. Daesh a envoyé hier 8 kamikazes, certains déguisés en femmes, dans 2 lieux symboliques de Téhéran, le mausolée de l'imam Khomeini et le Parlement. Des combats, une douzaine de morts. C'est la réactivation d'une guerre ancienne, très ancienne, entre chiites et sunnites. C'est dangereux pour nous aussi. Oui, ce qui se passe dans cette région est évidemment très très préoccupant. C'est la première fois, pense-t-on, qu'il y a un attentat commis par Daesh, qui se réclame du sunnisme, mais c'est Daesh, en Iran même. Et donc, je saisis cette occasion pour dire aux Iraniens que, bien sûr, ce qui s'est passé là-bas, de la part de Daesh, est totalement inacceptable. Mais ça veut dire que le conflit, qui est bien sûr sunnite, chiite, mais qui est aussi un conflit entre Daesh et l'Iran, avec toutes les ramifications en Syrie, en Irak, etc., est un conflit malheureusement terrible. Oui, terrible, et avec des conséquences à travers le monde. Y compris pour nous. Donald Trump a fait son premier déplacement. Il en a fait un, il a fait un premier déplacement, il a mis le feu aux poudres en soutenant l'Arabie saoudite et en désignant l'Iran comme le banquier, le fournisseur et en même temps le soutien des terroristes.
est-ce que ça c'est une faute? D'autant plus que Donald Trump dédouane l'Arabie Saoudite qui elle-même finance et encourage quelques-uns de ses propres terroristes. Vous voulez me faire souvenir du temps où j'étais ministre des Affaires étrangères, c'est ça? Oui. Pour quelqu'un qui a fait 43 fois le tour du monde, c'est intéressant de savoir ce que vous pensez de ce qui nous menace. Sur l'Iran, d'abord vous rappelez que nous avons négocié durement un accord sur le nucléaire iranien et obtenu un succès. Quand je dis nous, ce n'est pas simplement la France qui a joué un rôle important, mais aussi les États-Unis, Obama, les Russes, les Chinois, les Britanniques et les Allemands. Et cet accord, même s'il n'est pas parfait, est quand même très positif parce qu'il permet d'éviter que les Iraniens aient la bombe atomique. C'était ça l'objectif. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'on a passé son accord, que cet accord, que les Iraniens n'interviennent pas. Ils interviennent. Ils interviennent en Syrie, ils interviennent en Irak et dans d'autres pays. Mais il faut essayer, je sais bien que c'est très difficile, d'avoir une politique qui essaye de ramener du calme et de la coexistence. C'est ce qu'a fait le président Macron en appelant les uns les autres. C'est l'objectif de la diplomatie française. D'apaiser parce que ça concerne toute la région, mais en même temps au-delà de la région. Mais simplement, est-ce que si Donald Trump remet en cause ou prend des distances à l'égard de l'Iran comme il le fait, l'Iran peut reprendre la construction de sa bombe et son arsenal nucléaire? Alors pour l'instant, même si le président Trump a eu un langage très dur vis-à-vis de l'Iran, vous le rappeliez, sur l'accord lui-même, il n'a pas remis en cause. Et s'il le fait, l'Iran peut se sentir libre. C'est un danger, ce que vous dites ce matin. Ce serait le grave risque, même si les autres pays continueraient à être liés. Mais évidemment, ce serait extrêmement préoccupant. Laurent Fabius, vous avez été le plus jeune Premier ministre à l'époque. Vous avez 36-37 ans. Oui, hier. Vous avez, hier, une grande expérience de la politique. Vous avez eu toutes les responsabilités, les fonctions, y compris président de l'Assemblée nationale. Une vague de 400 députés du même parti à l'Assemblée nationale dans la République. C'est inédit, ça. On ne connaît pas encore les résultats. C'est un scoop que je vous dis. Donc on verra. Mais il y a eu... 369 lors de la Chambre Bleue Horizon 1919. Bon, mais depuis, la 5e mai, non. L'histoire est là. Maintenant, on ne connaît pas les résultats. Non, mais est-ce qu'on gouverne et on réforme plus facilement avec une majorité confortable, lourde et peut-être disciplinée? Là, je vais être obligé d'enfoncer des portes ouvertes. Quand on veut faire passer une loi, il est préférable d'avoir une majorité. Bon. Maintenant, la majorité, ce n'est pas l'unanimité, ce sont des choses différentes. Mais là, j'enfonce des portes ouvertes. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit un jour, François Mitterrand? Ah, vous faites allusion au fait, c'était en quoi, en 88, non? Oui, quand il allait avoir une majorité écrasante. Oui, il avait dit aux dirigeants socialistes de l'époque et aux Français, c'est pas trop bon d'avoir une majorité très très vaste. Et évidemment, ça n'avait pas été pris très bien par les socialistes à l'époque, qui avaient dit, écoutez, Monsieur le Président de la République, on est dans une élection, donc on voudrait bien quand même avoir la majorité. Mais ne pas avoir de majorité, c'est dangereux, mais en avoir une trop grande, c'est... Mais le Président Macron ne s'est pas exprimé dans le même sens. Et François Mitterrand, en 1993, il avait qualifié la défaite de la gauche de véritable désastre. Vous aviez été élu... Vous étiez revenu, vous avez été élu au premier tour, mais il y avait à peine 60 députés socialistes. Là, ils vont revenir moins. On ne sait pas, on ne sait pas. Vous savez, le Conseil constitutionnel est juge de l'élection législative. Mais une fois qu'elle a eu lieu... Moi, je parle aux citoyens aussi. D'accord, mais je ne suis pas trop pour le dédoublement des genres. Nous sommes juges de l'élection législative une fois qu'elle a eu lieu. Pas juge de l'élection législative avant qu'elle ait eu lieu. Une telle majorité... Quand elle viendra, peut-être moins de 400, mais en tout cas plus que les 289 voulus, c'est naturellement le suffrage universel, ce choix libre des Français. Mais alors, où seraient les contre-pouvoirs? Non, je ne me lance pas là-dedans. C'est trop politique. Comment on équilibre? Non, mais même sur le plan de la constitutionnel et du... là où sur vous le plan constitutionnel... Où est le contre-pouvoir? Où est l'équilibre des pouvoirs? Il y aura sûrement une majorité, je ne connais pas laquelle, ni sa proportion. Mais il reste toujours la possibilité pour un certain nombre d'autorités, pour 60 députés, 60 sénateurs, de nous saisir s'ils estiment que la loi est contraire à la Constitution. Ça, c'est une garantie très importante. Et après, par cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité, n'importe quel justiciable
peut dire à n'importe quel moment dans un procès, il lève la main et dit « Monsieur le Président, attention, la loi que vous voulez nous appliquer, elle est contraire à la Constitution. » Et le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, à travers un système de filtre, est là pour dire le droit. Est-ce que vous pouvez reconnaître là deux choses très vite? Est-ce que vous avez quitté le ministère, le Quai d'Orsay, il y a 15 mois à peu près? Oui. Est-ce que le monde est encore plus dangereux? Il y a eu des novations, si je puis dire, qui ne l'ont pas apaisé. Et parmi elles, je ne suis pas sûr, on reste prudent dans l'expression, que l'élection de M. Trump ait été une grande contribution à la paix du monde. Donc ça met un peu plus mais d'enjeu en même temps, et d'irrationnel. puis, vous y faisiez allusion, il y a ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, pas seulement en Iran, mais aussi au sein des pays du Golfe. Et puis, il y a ce qui se passe en Amérique du Sud, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, il y a cette question climatique qui est liée directement à la paix. Oui, oui. Avec tout ça, voilà. Ce que vous avez dit, les migrants, etc. Dernière chose, la France, vous la connaissez, est-ce qu'elle ne vit pas un moment exceptionnel? Est-ce que 2017 ne restera pas dans son histoire comme un grand moment de chambardement et de renouvellement? J'ai parlé dans Je parle au niveau de l'histoire. J'ai parlé dans mon petit discours d'une campagne électorale inédite à beaucoup d'égards et même chamboule-tout. Nous sommes dans le chamboule-tout. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonne journée.